Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous quotidien sur Equinox Télévision. Les Camerounais se sont réveillés ce matin avec dans leur téléphone portable des images insoutenables de l'assassinat d'une femme à Mouyouka dans la région du sud-ouest du Cameroun. Cette vidéo d'environ 20 secondes montre une jeune dame assise en bordure de la route, les mains liées au dos, en train d'être rouée de coups de machette et baignant dans son sang, puis décapitée. Des témoignages font croire que les tortionnaires seraient des combattants sécessionnistes qui accusaient la jeune dame d'être un indique au service des forces de l'ordre, au service des forces de défense de sécurité. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera le journal sur Equinox Télévision avec Cédric Noufélé. Et après le journal, vous aurez droit au débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. On vient d'apprendre que sur instruction du président de la République du Cameroun, le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé un décret portant retrait d'un autre décret qui portait classement au domaine privé de l'État d'une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006. Situé dans les départements d'Inkam et de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Par ailleurs, indique le communiqué radio-presse du secrétaire général des services du Premier ministre, le chef de l'État a ordonné de surseoir à la procédure de classement de la portion de forêt de 65 007 hectares située dans le département d'Inkam et constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07005. Cette actualité, qui rappelle une autre dans la vallée d'Intem, à Campo, remet au goût du jour la question de la concession, de l'exploitation forestière et surtout la part des populations. Pourquoi ce rétropédalage du gouvernement? Faut-il y voir la pression, les cris de détresse des populations? Qu'est-ce qui peut justifier que ces contrats de concession signés un tout petit peu à l'emporte-pièce puissent faire leur budget? D'autres questionnements par la suite. Voyons tout cela dans le cadre de cette émission. L'Equinox ce soir avec nos invités. J'introduis tout d'abord Elie Tchebma. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est très gentil de m'avoir invité pour ce sujet. Vous êtes analyste socio-politique et vous vous intéressez beaucoup à ces questions-là. D'ailleurs, vous avez plusieurs dossiers en rapport avec les questions de concession et d'exploitation forestière. En fait, je suis plutôt spécialisé dans l'environnement et j'accompagne très souvent pas mal d'entreprises qui sont en quête de concessions pour leurs travaux. Merci infiniment d'être là. J'ai introduit également sur ce plateau Sa Majesté Victor Yetina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes chef de village, chef de l'un des villages Ligue Bassoro 1. Voilà, Ligue Bassoro 1. Voilà. Oui, je crois que c'est dans le canton de Lukunanga. Voilà, c'est ça. Dans le département d'Inkam. C'est ça. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alex Kepi, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont présents sur ce plateau. Vous êtes homme politique et militant d'IMRC, ce mouvement pour la naissance du Cameroun. Oui, et je suis aussi une élite politique de la vallée du Thème parce que je suis le départemental adjoint du MRC pour la vallée du Thème. Dans le sud du Cameroun. Bien sûr. Merci infiniment d'être là. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. C'est le RDPC qui vous remercie et de l'honneur que vous lui faites une fois de plus de l'inviter à cette tribune d'échange. Vous êtes donc militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Je reviens à vous, Sa Majesté Victor Yetina. Oui. Vous avez certainement suivi ce texte qui a été rendu public il y a quelques heures maintenant, portant retrait d'un autre décret qui avait été pris auparavant en rapport donc avec cette question de terre dans l'Inkam. Quelle a été votre réaction en apprenant cette décision du chef de l'État, en tout cas du Premier ministre, sur instruction, dit-on, du président de la République du Cameroun? Bon, encore une fois, merci de m'avoir invité sur votre plateau. La première réaction, c'est d'abord une réaction de joie, parce que pour nous autres, c'est l'aboutissement. Je n'appellerai pas ça une lutte, mais d'une contestation par rapport à, déjà à partir du mois de février, à l'avis au public lancé par le ministre des Forêts qui demandait donc de classer cette portion des terres qui appartient en grande partie au peuple Banen. Et donc à cet effet, nous avions à partir de ce moment commencé à contester cela et on a suivi
dans un cadre purement républicain, donc les différentes démarches qu'il fallait pour pouvoir donc aboutir à ce. En quoi consistait cette décision de classement? Oui, le classement, vous devez le connaître, ça dit que l'État, vous savez, l'ensemble du territoire, c'est le domaine national. Mais vous avez donc ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. C'est-à-dire que quand l'État veut soit concéder à une entité pour une exploitation, quoi que ce soit, il faudrait dans un premier temps que l'État puisse mettre ça dans son domaine privé. Ça devient comme quelque chose qui lui appartient des droits, puisque dans la loi sur le classement, l'État, c'est, comme on le dit, classement et incorporation dans son domaine privé, et ça donne droit à un titre foncier. À partir de là, si vous n'avez plus rien sauvé dans cet espace, vous n'avez plus rien à voir avec cet espace-là. Et pour que vous compreniez bien, c'est que nous autres, en fait, ce n'était pas une forêt anodine qu'on classait, mais c'était les territoires bannières. Parce qu'on a une histoire particulière. On a une histoire particulière parce que cet endroit, plus de 40 villages, c'était composé de plus de 40 villages. Au début des années 60, moi qui vous parle du canton Luknanga, on a été évacué manu militari en 1960. On a été regroupé à Esseng, c'est dans la Sanaga maritime, parce que nous sommes de l'arrosement de Yingi. Donc ce sont nos voisins, la Sanaga maritime, on a été regroupés là. Et puis une partie aussi, qui donc Ndoktuna, qui a été regroupée au niveau de Maninga Makombe. Et plus tard, vraiment le plus gros, qui est donc la population d'Ibiakat, qui a donc été regroupée au niveau de Iboti. Ça, c'est en 63. Et en 63, l'État va d'ailleurs prendre un arrêté, à l'époque, personnel, feu le préfet Kungwedima, donc va signer un arrêté pour que, déclarant cette zone interdite, puisque ce qu'on appelait à l'époque les maquisards s'y réfugiaient pour mener leurs actions, dans le cas de la libération totale du pays, tel qu'il le disait. Et l'État avait des difficultés à les combattre. Alors on a demandé à ces villages de déguerpir. C'était manu militari, on venait, on vous déguerpissait et on vous regroupait, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, avec promesse de vous ramener 6 mois plus tard. Donc cette population qu'on avait déplacée devait être ramenée 6 mois plus tard. De 63, 6 mois plus tard. C'est-à-dire que, disons, plus tard, en 64, tous ces gens allaient retrouver les villages. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu une décision qui a été prise pour placer... Une décision de déplacer zone interdite, qui déclarait cette zone interdite. C'est-à-dire que si on vous trouvait là, vous êtes considéré comme un insurgé. Donc, il fallait dégager. Voilà. Donc, on a carrément déguerpi tous les villages. Et donc, vous avez engagé une sorte de mobilisation pour essayer de contester la décision de classement qui a été prise par l'autorité. Voilà. Bon, malheureusement, notre zone est une zone de convoitise parce que dans le littoral, c'est l'un des écosystèmes les plus aboutis. C'est-à-dire que vous trouvez exactement toute la nature pratiquement intacte. Et nous sommes la seule zone où vous pouvez encore trouver les gorilles, les éléphants de forêt et tout ça. Vous voyez? Et donc, dans un premier temps, on a eu... c'est comme un remake. Hein. En 2006, il y a eu WWF qui avait donc milité pour classer cette zone en termes de parc national. De la même manière, le peuple banais s'était levé pour contester et l'État avait entendu donc, le peuple et donc avait laissé tomber. Cette fois-ci, le classement, c'était pour concéder à une UFA, une unité forestière d'aménagement. Voilà, c'est-à-dire carrément une entreprise qui allait venir couper le bois. Voilà, c'est ce qui nous a donc amené à nous soulever encore une fois pour dire à l'État non. Et là, on apprend que le président de la République a ordonné le surseoir à la procédure de classement de la portion de forêt de 67 000 hectares située dans le département du Nkam et constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07005. Il y a deux. Oui. En fait, c'est une zone qui couvre pratiquement plus de 130 000 hectares. Donc, qui a été scindée en 2 UFA. La première, c'est 68 385 hectares. Celle dont vous voulez parler, effectivement, nous sommes à 67 000 de poussières d'hectares, la 0,5 et la 0,6, pour faire plus simple. Donc, la 0,6, le 14 juillet dernier, il y a un décret du Premier ministre qui avait donc validé, signé le classement. Et l'autre part, la 0,5, était en procédure, c'est-à-dire que la procédure n'avait pas encore abouti. Bon, donc maintenant, dans le nouveau décret pris par le gouvernement, il est question de retrait
du décret qui avait été signé. Et le sursoir à la procédure qui est en 005. Ouais. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je vois que dans les commentaires, les gens ne comprennent pas bien. Le décret pris par le Premier ministre est retiré. Ça, c'est les thèmes qui sont utilisés dans le décret. Et pour ce qui concerne la portion 05, sursoir à la procédure, puisqu'elle n'avait pas encore atteint l'aboutissement. Alors, Élie Thioma, ça vous inspire quel commentaire, cette décision du président de la République? Et vous avez là le commentaire des populations, je veux dire, des populations riveraines. Avant de faire tout commentaire, je crois qu'il faut replacer la réalité dans un contexte juridique. Dans les années 1990, l'exploitation de la forêt était faite uniquement par des étrangers. Il n'y avait aucun national dans l'exploitation de forêt. En 1994, voire 1995, il y a une loi qui est mise en place sur les forêts. Et à partir de ce moment-là, la loi, dans la logique de la décentralisation et pour permettre que les communautés puissent en profiter autant que l'État, crée deux types de forêts. Le premier étant le domaine forestier permanent, qui appartient à l'État et commune. Et ce genre de forêt permanente, c'est des forêts domaniales pour l'État où on a des réserves forestières, où on peut avoir des aires protégées. Ça, c'est des forêts classées. Et à l'époque, quand on dit classé, on n'avait pas encore tout classé. Il y a d'autres zones qui restent à classer. Parce que comme il l'expliquait tout à l'heure, ça va permettre de mieux comprendre. Dans ces forêts permanentes, il y a des forêts qui appartiennent aux communes. À côté de ces forêts, vous avez les forêts non permanentes. Et dans ces forêts non permanentes, il y a des forêts communales. Il y a des forêts des particuliers et il y a des forêts du domaine national. Alors, la loi permet d'avoir par concession, que ce soit dans le domaine forestier permanent ou alors dans le domaine forestier national. Sauf que ce qui vient de se passer, c'est un non-respect de la réglementation. En ce sens que, comme Sa Majesté l'a dit tout à l'heure, les procédures sont tout à fait claires et même parfois assez longues pour en arriver à une concession. Il se fait tout simplement que chez nous, en fonction du type d'opérateur économique ou parfois face à certaines réalités de la République, rien n'est respecté. Parce que pour vous dire concrètement, quand ça concerne les concessions, les premières personnes concernées, c'est d'abord les populations. Ok, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que, de façon claire pour qu'on se comprenne, c'est que cette décision de retrait, d'abord du premier décret, et ensuite de surseoir à la procédure en cours, est une décision juste, puisque cela recadre des gens qui n'avaient pas respecté la réglementation plus haut. Je pourrais dire juste parce que rien n'a été respecté. Parce que si les populations, dès le départ, ont apporté une plainte et ont refusé d'accepter le classement, on aurait dû s'arrêter là et régler d'abord le problème avant d'avancer. Mais comme chez nous, et vous voyez avec notre environnement de ces jours-ci, les chefs traditionnels et le droit coutumier est de plus en plus bafoué et on en arrive à la fin à des décisions qui créent d'autres problèmes et vous voyez donc que maintenant c'est un rétropédalage. Voilà, donc il y a tout simplement que les lois sont bien prescrites. Quand il s'agit des terrains, quelle que soit la concession, de moins de 50 hectares, c'est le préfet qui vient, d'abord le dossier est déposé chez le préfet, qui donne d'abord, c'est transitoire ou bien je crois provisoire, une autorisation provisoire pour une durée, en fonction du type de forêt, de 3 à 5 ans. C'est après cette période transitoire, en vérifiant que les cahiers des charges aient été respectés, que l'on passe à la concession définitive. Alors, dans le cas présent, si aujourd'hui il y a rétropédalage, ça veut dire qu'il y a eu un manque de respect des procédures normales pour la concession. Heureusement, Charles Élizan, il existe un arbitre qui intervient au moment M et qui arrête des hostilités. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui semble-t-il a instruit le Premier ministre chef du gouvernement de mettre un terme à cette barbarie entre griffes. Non, pas une barbarie. C'est pas une barbarie. Parce que vous savez, il faut qu'on comprenne que l'État joue là un rôle médian entre le souci de développer la zone
et le souci, dans le même temps, de protéger l'écosystème tout en préservant le naturel du biotope et de la faune, la flore qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Posons-nous les vraies questions au-delà du sentimentalisme que l'État fait un rétropédalage. L'État ne fait pas de rétropédalage. L'État écoute les minorités, l'État écoute ces populations et l'État comprend qu'il faut voir clair dans la procédure d'attribution de cette grande forêt, quoique fut-elle plus tard une unité forestière d'aménagement. Et c'est quoi une unité forestière d'aménagement? C'est quelqu'un qui va exploiter le bois et qui a un cahier de charge. Le cahier de charge est à 90% imposé par les populations riveraines. C'est dans ce là où on veut une route, on veut une école, on veut que l'approche IMO, haute intensité à main d'œuvre, soit respectée, c'est-à-dire que la majorité de ceux qui y travaillent soient les enfants de la zone, on veut ça, on veut cela. Mais sauf que cette zone est remplie de beaucoup de richesses, ça il faut le dire. Autre chose, j'aurais aimé dans l'histoire. Mais dans le cas d'espèce, de votre point de vue, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation? On arrive à cette situation parce qu'il y a deux groupes de pression. Le premier groupe de pression vient des ONG. N'oubliez pas que dans cette zone, depuis 2006, les ONG veulent le reclasser en parc national parce qu'on y trouve des gorilles et des éléphants. Et en dehors des gorilles et des éléphants de la faune, il y a une flore exceptionnelle là-bas, où même des scientifiques de renommée internationale viennent souvent y faire des études. De l'autre côté, vous avez l'histoire de cette zone où, comme la société a dit, c'était le maquis, on les déplaçait de zone en zone. Et les baleines sont aujourd'hui éparpillées partout dans le monde. Et il y a donc ce ressentiment-là pour les baleines de revenir à la maison. La maison étant toutes ces zones où ils estiment, même de manière politique, que tous ceux qui représentent 1% des populations du camp ont toujours eu tous les postes, ont eu les postes politiques, et enfin, pour une fois, les fils baleines ont quelqu'un qui est élu. Ça, il faut qu'on se dise ces choses. Donc, cette guerre que vous voyez là, dans l'annulation et le retrait à soi du président de la République, c'est pour mieux comprendre est-ce que les intérêts des populations ont été respectés. La troisième chose que je vais dire, c'est que je voudrais aussi quand même, comme je te dis, qu'il y a quand même une unité, il y a une entreprise forestière qui a exploité le bois là-bas, la compagnie de Golfe de Guinée. Voilà, en 1973, ça a été fait. Ça veut dire qu'à un moment donné... pas dans le même périmètre. Non, nous qui voyons cette histoire de loin, nous voyons qu'il y a quand même eu une exploitation forestière là-bas. Pourquoi il y a eu une exploitation forestière? Pourquoi maintenant il n'y en a pas? Il faut qu'on se comprenne. Autre chose, je voudrais aussi dire que il faut qu'on comprenne que à un moment donné, les réclamations, l'État écoute les minorités. On estime les baleines à 26 000 par là. C'est-à-dire avec... Non, puisque les déguerpis de 60 jusqu'en 63 faisaient 17 000 personnes. Et les baleines ne sont pas que là. Oui, 17 000, il y en a sur le MAM. Non, je parle l'arrondissement de Yingui. Attendez, oui, je vous écoute. Allez-y. Allez-y. Bon, l'arrondissement de Yingui, oui. La zone dont vous parlez, la zone Ebo, en tant que telle, ne couvre pas tout Yingui. Voilà. Et ce que je vous ai dit, c'est que cette zone, il y avait 40 villages. Nous ne sommes pas des populations riveraines, nous sommes les populations dans le massif forestier. Et c'est ce que, quand on allait vers les autorités, on disait que ce n'est pas un problème de foncier, ce n'est pas un problème de forêt, c'est un problème d'identité. Parce que si nous autres, si cette décision avait prospéré, moi qui vous parle, je serais devenu apatride dans mon propre pays. Vous comprenez? Donc, il faut faire vraiment la part des choses. Ce n'est pas comme si les villages sont établis. Sur le développement que fait Charles Lévy et qui estime qu'à un moment donné, il y a la nécessité de développer, d'en tirer les ressources pour un plein épanouissement de toutes les populations du Cameroun et la volonté justement de protéger cette patrie-là, l'État doit choisir le juste milieu. Est-ce que vous comprenez cette démarche-là? Au détriment de qui? Au bénéfice de qui? Au bénéfice des populations. Majesté, une minute s'il vous plaît. Quand vous partez de Yingui pour Yabassi, Bonepopa pour Douala, c'est une route. Et avant que cette route n'existe, il y avait une forêt là. Il y avait des arbres, il y avait des tombeaux des gens et tout. Il a fallu qu'on creuse une route. On ne fait pas de molettes sans les casser. Il faut qu'on soit clair. Ce que je voudrais ici, c'est que, je suis heureux de l'action qu'a posée le premier des Camerounais, pas le premier Camerounais. C'est que ça va énerver quelqu'un sur ce plateau. J'ai dit le premier des Camerounais. C'est bien que l'action qu'il a posée me remette en question les audiences foraines qu'on fait souvent. Est-ce que toutes les... À partir du moment où... Oui, c'est ce que l'ITM a indiqué. Est-ce qu'on a tenu compte des réclamations des populations? Maintenant, si la procédure prospère, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il faut que le développement suive. Il est inconcevable que Yingui n'ait pas de route.
entre Yingui et, c'est pas moi, et Dombiang, ou c'est Mousson, c'est là-bas, 15 km, une journée, pour aller là-bas, il faut bien qu'il y ait le développement. Mais maintenant, le développement, au prix de quoi? C'est pas au détriment de quelqu'un, Majesté. Quand on fait le développement, c'est pas au détriment des populations, c'est pour les populations. Maintenant, on voudrait que ces populations soient intégrées comme il se doit dans ce développement-là. C'est là où ça se joue. Okay. Ce n'est plus au niveau de tel a eu raison, personne n'a raison. C'est l'intérêt supérieur de l'État et je souhaite vraiment que mes frères et mes sœurs Banen, qui aujourd'hui sont en train de revenir à la maison, ça il faut le dire, il faut dire les choses, aujourd'hui avec cette histoire se retrouve une âme plus solidaire pour le combat. Mais il faut aussi qu'on comprenne que de l'autre côté, il y en a, même fils de Banem comme Sa Majesté, chef comme lui, qui ont signé un document où il voulait qu'il y ait cette UEFA. J'aurais aimé qu'on invitait aussi un d'eux ici, pour essayer d'équilibrer la compréhension de nous autres, qui voyons cette histoire de l'extérieur et qui avons ici et là quelques informations. D'accord. Alex Guépi, il n'y a pas que dans le Nkam. Il semble qu'il y a une situation semblable qui est pendante dans la vallée d'Intem. Oui, effectivement, dans le Nkam, c'est déplorable déjà, parce que ce qui se passe au Cam, c'est qu'on assiste là vraiment à un conflit de droit. C'est-à-dire le droit traditionnel public qui a pu exister au Cameroun, mais qui malheureusement ne peut exister, et le droit administratif moderne qui applique aujourd'hui. C'est-à-dire on ne veut pas reconnaître l'appartenance foncière, l'appartenance des terres aux populations qui vivent locales. Hein. C'est ça malheureusement. Donc ça remet en cause le problème foncier camerounais, qui est un véritable problème au Cameroun. On espère que nos juristes vont véritablement s'y pencher, ainsi que les législateurs camerounais, ils vont trouver la question. Maintenant, ceci étant dit, concernant des zones, il faut remarquer que le Cameroun a le deuxième plus grand bassin forestier africain, après la RDC, de par sa diversité, parce que nous avons une superficie de plus de 23 millions d'hectares au niveau du Cameroun, et ces bassins se trouvent beaucoup plus à la grande majorité au sud, une partie littorale et à l'est du Cameroun, pour l'essentiel. Et ce qui se passe, je dirais, donc, c'est que la vallée du Tem est bel et bien au cœur de la forêt équatoriale en Afrique centrale, et on a des événements qui ont déjà commencé à avoir lieu de ce côté-là, mais contrairement à ce qui se passe à Banen, c'est qu'on a assisté plus à une manipulation politique de ce côté-là, parce qu'il faudrait avouer qu'on a, au-delà de parler du fait que les populations sont en train de perdre leur terre, c'est pas vraiment ça, et qu'on est en train d'accuser certains ressortissants, bien certains fragments du peuple camerounais. C'est une fausse image qui est peinte, parce qu'il y a eu une manifestation qui a eu lieu à la mairie d'Ambam, et dont les gens des riverains d'Ambam n'étaient pas au courant. Le cœur du problème, donc, c'est quoi? Le cœur du problème, c'est celui-là, c'est que nous sommes dans la vallée du Tem, on a des peuples autochtones qui sont les Toumou d'Enving. Les Toumou sont particulièrement logés dans l'enceinte d'Ambam, Olamze, et Ambam Olamze particulièrement, et qui aussi, alors que les Enving sont plus du côté de Menvili. Donc, et on a aussi des peuples allogènes, comme notre constitution a permis, comme je parlais du thème allogène, qui sont beaucoup plus des Boulous, qui sont ceux du Noun qui ont immigré, ceux de l'Ouest et ceux du Nord-Ouest, qu'on semble ne pas le reconnaître. Donc, le peuple Toumou particulièrement, c'est un peuple très accueillant. Quand vous avez par exemple dans la vallée du Tem, vous avez par exemple à Médicom par exemple, vous allez voir que les populations qui vivent à Médicom ont la famille de l'autre côté en Guinée. Vous allez à Tor 1, Tor 2, vous verrez que ces populations ont la famille au niveau du Gabon, et ces populations ne peuvent pas être tribalistes. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a déporté un problème existentiel sur l'économie, sur la balance économique camerounaise, de quel type d'économie est-ce que nous voulions, dans le terrain purement tribaliste. Et en voulant indexer les peuples écans, oui, particulièrement les peuples Toumou et Ving, d'être des tribalistes. Je suis quelqu'un qui y va régulièrement, je travaille à ça quelques jours. Je tiens à vous rassurer que du côté d'Ava du Tem, on n'a pas ce problème du tribalisme. C'est une manipulation purement de l'ordre politique. L'ordre politique, parce que, comme vous êtes d'Ava du Tem, c'est un arrondissement, même si je ne me trompe pas, le plus grand département du Sud, si je ne me trompe pas, et avec 4 arrondissements, malheureusement, vous avez le Sud qui a 28 arrondissements. Les témoins, ceux d'Ava du Tem, se plaignent du fait qu'il y a une population approximative,
qui tendrait vers celui du Chai-Lobo, qui se retrouve avec 8 arrondissements et 4 postes de députés. Vous avez l'Anvila qui a 9 arrondissements et 3 postes de députés. Vous avez l'Océan qui a 9 arrondissements et 5 postes de députés. La vallée du Thème a 4 arrondissements, étant très vaste, avec une population presque équivalente, avec un seul poste de député. Il n'y a pas de ministre là-bas. Il n'y a pas d'élite politique véritablement connue. L'un des élites politiques qui était véritablement connu, c'était l'ancien directeur du FECOM, qui se trouvait du côté de d'Amba. Hein. Et quand vous allez par exemple dans son village, par exemple, vous vous rendrez compte que c'est l'une des rares personnes qui, on ne va pas justifier la corruption, mais s'il a une belle maison, ses voisins ont aussi des belles maisons. Donc il a vraiment bâti pour là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a l'ancien directeur du chantier naval, hein, qui a acquis aussi. Ce sont des personnes qui sont résidents dans la vallée du Thème. Donc c'est un problème de redistribution de richesse. La vallée du Thème ici ressort être comme la zone oubliée dans le sud. C'est-à-dire la zone où l'État, malgré les budgets colossaux que l'État va investir dans le sud, c'est-à-dire qu'en termes de budget d'investissement, le sud a le 3e plus grand budget d'investissement au Cameroun. Après le centre, le littoral, c'est le sud. Mais on se rendait compte que quand vous êtes dans la vallée du Thème, par exemple, pour vous rendre au Jai-Lobé, à Samilima, vous devez d'abord vous rendre au centre, au Carrefour Sam, à Balmayo, avant de vous rendre à Samilima. Pour vous rendre à Kribi, vous devez d'abord vous rendre au centre, au littoral, avant d'y aller. Pourtant, ils sont tous frontaliers. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a un manque d'investissement de ce côté-là. Les populations sont frustrées. Il y a un chômage empirique qui domine de ce côté. Et il y a une manipulation purement politicienne qui tendrait toujours à faire sur un problème tribaliste qui n'existe pas de ce côté. Alors, évidemment, au finish, en écoutant Alex et puis le sentiment qu'on a, c'est que les gens ont donné l'impression à un moment donné que la situation juridique, ce problème dans la vallée du Thème, à Campo, était assimilable à ce qu'on observe dans le département du Camp. Je veux dire, avec ces affaires d'exploitation de concessions forestières, c'est pas la même chose de toute évidence. Permettez-moi, Duval, tout ne doit pas être politique. Je suis très gêné quand j'écoute le débat parce que le vrai problème qui se pose, je vous ai dit, jusqu'en 1994, l'exploitation forestière au Cameroun était faite par des étrangers, et en particulier des Blancs. À partir de ce moment, vous savez, c'était à une époque où, même en Occident, partout, les problèmes environnementaux commençaient à se poser. Et le problème de la pauvreté des populations. C'est l'époque où on parlait de décentralisation pour être plus local avec les peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donc divisé les forêts en 2 parties. La partie dont je vous disais tout à l'heure, on parle de domaine forestier permanent. Sauf que, en les divisant, on considérait que les domaines permanents sont des forêts classées. Ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, des zones de gorilles, des zones où on a des aires protégées, des zones qui ont des grosses réserves et qui sont pour l'écologie assez valables. Sauf que ce classement n'a jamais été effectif, puisqu'il reste encore des forêts à classer. Et qui donne le libre cours aux autorités en place de choisir dans le fonctionnement quotidien de les classer ou pas. Ce qui pose problème. Voilà un des premiers problèmes. Deuxièmement, M. Élise en le disait tout à l'heure, il n'est pas question de rétro-pédalage. Il est question d'une situation qui a été mal bâtie. Et la personne à corriger dans ce genre de situation, eu égard à la superficie concernée ici, c'est la présidence et en particulier le chef de l'État. Si ça avait été moins de 50 hectares, ça aurait été le ministre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Moi, je vous donne mon avis personnel. Vous savez, le plus gros problème, c'est que nos autorités administratives, j'aime bien, M. Lisan, quand vous parlez de l'État, que nous adorons bien. Mais les individus qui incarnent l'État bafouent les lois de l'État. J'ai chaque fois écouté sur votre plateau ici quelqu'un qui dit « la loi, c'est la loi », pour autant qu'elle soit bien interprétée. Malheureusement, ce qu'on constate, je peux vous dire, toute concession part d'un préfet. Et le préfet, dès qu'il a fait, il réunit les populations, qui très souvent est entretenu par le sous-préfet, et qui doivent interpréter la loi parce qu'on dit il faut écouter les populations. Or, il se fait que dans notre pays aujourd'hui, pour le nombre d'expériences que j'ai eues,
j'ai bien peur que les gens confondent l'autorité et la compétence par rapport à la lecture des lois. Ce qui veut dire que vous avez des préfets ou des sous-préfets qui vont décider à la place des chefs. Et si j'emmène la politique maintenant, puisqu'on en vient, On n'a pas le choix. excusez-moi, vous allez voir que très souvent, si des chefs ne sont pas d'une obédience politique donnée, au moment de discussions de terres comme celle-là, on nomme des chefs de 3e degré ou qu'un autre qui a plus de tendance à discuter et qui n'amène pas suffisamment d'informations pour faire avancer les dossiers dans le bon sens. Alors, on avance ainsi et à la fin, c'est tout l'État qui est trompé parce que les gens ont plutôt mal interprété les lois. Que ce soit en concession forestière, d'ailleurs, il n'y a pas un mois, il y a un maire qui s'est plaigné pour une situation donnée. J'ai travaillé là-bas aussi et c'est les mêmes problèmes. Je vous dis tout simplement que moi, si j'avais un avis à donner là-dessus, nos autorités administratives doivent recevoir un complément de renfort en termes d'interprétation de loi par rapport à toutes ces situations. Parce que très souvent, il y a une confusion entre l'autorité et le pouvoir. Vous avez vu, par exemple, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était tout dans la vallée du Thème, un chef du village qui, pour des raisons des frais à payer pour des concessions forestières, tous on a vécu son attitude. Au déploiement de l'autorité Tout à fait. Ce qui signifie tout simplement que tout le débat que nous devons avoir, pour vous dire sincèrement, on n'a pas envie de le traduire politiquement. On a des lois qui l'orientent bien. La faute de l'État que je peux trouver ici, c'est qu'on n'a pas encore classé toutes les forêts. Et une autorité bien malicieuse qui trouve l'opportunité peut, comme dans le cas qu'on a vu ici, transformer une forêt qui n'est pas encore classée en classée. Et on se trouve dans ce genre de logique. Donc pour vous dire concrètement, ici il n'est pas question de... Moi je crois pas que ce n'est pas question de politique, c'est tout simplement que nos lois doivent être interprétées telles qu'elles sont et en respectant aujourd'hui la réalité de l'environnement telle que ça doit l'être. Il faut partir du local. Et je peux vous dire, il y a un livre qui a été écrit en 2011 par un Français au Cameroun en se posant la question sur le droit coutumier. Vous imaginez, quand on prend notre droit coutumier, vous allez vous marier, que ce soit votre fils, la première question qu'on lui pose à la mairie, avez-vous discuté avec vos familles? Et le maire est bien libre d'arrêter le mariage s'il dit non. C'est le droit coutumier qui prime. Malheureusement, aujourd'hui, même dans nos lois, dans le livre dont je vous évoquais tout à l'heure, la Constitution a bien fait d'écraser quelques lois coutumières qui biaisent aujourd'hui. Mais justement, il y a un élément qui est lisant. Je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Il y a des élites qui sont d'accord que la procédure doit être bien menée et que le territoire, la patrie, entre griffes, doit être protégé. Mais en même temps, il y a en face des élites appartenant à la même localité qui estiment qu'il y a des choses qui doivent être faites dans le sens de l'aménagement, du développement du territoire. Écoutez, on ne peut pas vivre sans aménagement et vous touchez le cœur du problème foncier au Cameroun. Oui. Nous, on a un problème d'aménagement du territoire. On ne gère pas ce qu'on ne compte pas. Voilà. Ça veut dire que notre terrain, c'est un domaine de recherche total. Quand on prend notre pays, on va me dire tout le temps, oui, c'est les Français qui nous gèrent. Oui, parce qu'entre les années 1920 et 1960, ils ont cartographié toute notre République, ils ont créé des centres de recherche et ils ont tout vu. Mais depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons jamais aménagé notre territoire pour savoir qu'est-ce qu'on fait où et quand, pour savoir quelles sont nos ressources. Raison pour laquelle, quand Sa Majesté évoque tout à l'heure, une zone écologique comme celle-là, non, c'est indéniable. Je suis d'accord que Charles dit on doit se développer, mais on ne peut pas se développer en désordre. Pour se développer, on doit pouvoir cartographier suffisamment notre territoire et savoir orienter vers où on doit gagner le plus. Et c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui. On est en retard là-dessus. Ça va essayer, Tina. Oui. Maintenant, avec cette décision qui, je veux dire, vous satisfait,
la suite, ça va être quoi? Je veux dire, qu'est-ce que vous proposez? Bon, en tout cas, tout à l'heure, au début de mon propos, je pense qu'il fallait commencer par dire que moi, ma présence ici, c'est-à-dire, il y a des techniciens, comme vraiment un avis éclairé, comme ce qu'il vient de donner tout à l'heure. Ma présence ici, c'est de dire, en tant que représentant d'une communauté, qu'on a failli commettre une erreur. L'administration, l'État a failli commettre une erreur, elle a été réparée. Et comme c'est réparé au plus haut sommet, je crois que moi, en tant que chef traditionnel, je commence par dire merci au chef de l'État. Vraiment, merci. Comme on dit chez nous, vous arrivez quelque part, on vous tend une calebasse d'eau, il faut savoir dire merci. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne du vin dedans pour dire merci. Nous sommes contents de la décision du chef de l'État. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que nous attendons, tout à l'heure, je failli arriver, mais je crois que s'il faut se répéter, c'est ce que nous avons dit au cours de nos différentes... parce qu'on a vu toutes ces autorités, hein, c'est-à-dire le ministre des Forêts, la primature... Sur quoi portaient essentiellement vos doléances? Mais il faudrait que vous compreniez que nous sommes un cas atypique. Ce n'est pas comme si il y a un massif qu'on appelle forêt des bois. Vous comprenez? Il y a un massif qu'on appelle forêt des bois, et puis à côté, tout à côté, il y a des villages environnants. Non, nous faisions partie de cet écosystème. On a été déguerpis. Donc, il faut mettre l'être humain au sens du développement. Toute action de développement doit prendre comme le centre l'être humain. Je crois que l'injustice qu'il faut réparer maintenant, c'est que puisqu'il y a eu un acte administratif qui sortait les populations bananières de leur territoire, et comme l'a dit, nous, notre déjà été du plan d'aménagement, cartographie des villages, restauration des villages. Donc, dans mon mot de remerciement, j'ai dit au chef de l'État, qui est pour nous, chef traditionnel, le grand chef. Non, le grand chef. Alors, attendez, pour dire ceci, que vous avez fait un pas, vous avez fait la moitié de la route. Hein? Je vais parler en banane. Ici, on a le bobouli. C'est-à-dire que terminer ce que vous avez commencé, restaurer les bananes, c'est-à-dire ramener-les sur leur territoire. Déjà qu'il y a quand même des communautés qui rentrent, mais est-ce que nous allons rentrer après? Voilà. Oui, mais parce que Charles a posé un problème. Il dit, ok, vous voulez bien qu'on protège je veux dire, la patrie, mais en même temps, il y a des exigences de développement. Mais oui, mais attendez, j'ai dit, l'être humain doit au centre du développement. Vous voulez développer le territoire des bananes sans les bananes? Franchement. Ok. Vous comprenez ce que... Donc, non, vos doléances doivent être prises en compte. Première chose, plan d'aménagement, comme on l'a dit, on le veut pour nous, on le veut pour tous les autres peuples du Cameroun. Et pour nous autres qui avons subi donc, ces déguerpissements, par un acte administratif. C'est-à-dire l'arrêté est là. On l'a physiquement, qui avait été signé en 63. Par Donc il faut ramener, donc, il faut, ça dit que, corriger cette erreur-là. C'est l'État qui dit sortez. Si vous permettez, je voudrais poser une question à Duval qui insiste. Mais Duval, est-ce que le développement passe tout simplement par l'UEFA? Voilà. Y a-t-il pas une autre possibilité d'un développement? Quand il explique avec tout ce qui existe, aujourd'hui, le simple tourisme dans ce coin qui n'est même pas encore habité pourrait être plus rentable. Donc, personne ne peut refuser le développement, mais ce développement doit être en adéquation avec les populations et avec la République. Okay. Voilà. Alors, Charles Lisan, je crois qu'avec la précision que fait Sa Majesté, je dis quoi, la polémique ou l'incompréhension est aplanie. Non, vous savez... Parce que lui, il semble indiquer qu'on veut bien le développement, mais il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Je voudrais faire comprendre ici que quand j'ai pris la parole, j'ai recentré le débat. Mon père a bien développé l'historique et la qualité des terres. Il a fait l'historique des peuples bananes. C'est vrai qu'Alain Guépé est revenu dans les affaires politiques. Bon, moi je n'entre pas là-dedans. Il s'agit d'un fait social, un fait de société qui se passe dans le Ngam, dans la vallée d'une thème, qui peut arriver à n'importe où au Cameroun. Il faudrait qu'à partir de ces deux exemples, qu'on trouve le juste milieu. Et j'ai dit à l'entame de mes propos que on ne fait pas le chantage à l'État. J'aime bien l'attitude du chef quand il remercie le chef des chefs, même comme ça va donner des essais de à quelqu'un d'autre. Mais il remercie le chef des chefs. Maintenant, quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État, c'est subvenir justement aux besoins de ces populations à travers un bien-être quotidien. Donc, on a donc justement mis l'être humain au centre. Et c'est quoi mettre au centre? Les populations d'une Cam réclament quoi, Majesté? Les routes. Quand on va à Yingui, quand on sait qu'à partir de Yingui,
à partir de Konjok, on est à 30-40 km de Bafang et qu'il faut revenir passer pour le rejoindre au littoral, pour aller à l'ouest, il y a un problème de développement. Quand on sait qu'il faut aller au nord Makombe et qu'il y a des endroits où il faut traverser sur des billes de bois parce qu'on veut traverser une rivière, il y a un problème. Quand lui-même dit à que quand on part d'un coin à un autre, il faut traverser par une autre région, il y a un problème. Il y a donc un souci de développement et l'État doit donc développer. Et l'État développe comment? La première chose qui veut dire que dans ces zones reculées, il est préférable, économiquement parlant et financièrement parlant, pour l'État de travailler avec des entreprises qui exploitent le bois dans la construction des routes. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Quel est le choix? En économie, à ce qu'on appelle l'étude d'un agent économique, il faut d'abord qu'il soit rationnel. Être rationnel, ça veut dire qu'on estime que si vous avez choisi une bouteille d'eau qui va vous désaltérer, une bouteille de bière, vous prendrez une bouteille d'eau parce que l'eau est plus sainement bénéfique pour vous que la bière. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si l'État doit dépenser 150 milliards de francs CFA entre Douala, Dokoti et Bonnet-Poupa, je prends un exemple comme ça, de son argent, des impôts que nous payons, et qu'à travers une exploitation forestière dans la même zone, qui va, elle, construire cette route, l'État va préférer gérer avec l'exploitation forestière, tout en incluant au niveau des audiences populaires foraines les désirata des populations qui sont installées. Et les désirata des populations, c'est quoi? C'est la route. C'est une route parce que l'État ne va pas donner votre avis. S'il faut faire une route, il y a une route qui doit passer par là. 2, déguerpir les uns les autres, il faut les dédommager. 3, prendre en compte les réalités culturelles de la zone. Et ça, et s'il y a l'un des peuples dans le littoral qui est encore ancré avec la tradition, c'est nos frères du Nkam. Dans le Vouri, dans Sanaga, c'est le Nkam. Ça, il faut dire la vérité. Maintenant, je voudrais dire à son maître que non, ce n'est pas un acte administratif qui vous a déguerpi. C'est en 1953 que lors de la guerre du Maquis, on a déguerpi les populations bananières de ces zones. 63. L'acte de 1963. C'est en 1953 qu'on a commencé à déguerpir. Le premier déguerpissement, je vous parle du canton Luknaga, c'est en 1960. Bon, ça c'est le Luknaga. Mais les déguerpissements dans la zone ont commencé en 1953. Non, ça vous m'apprenez. Ça c'est un détail. C'est un détail. Ça vous fait comprendre que c'était dans le souci de protéger les populations des maquisards. Il fallait donc de temps en temps. Vous dites 57. 53, 57. Oui, 57 c'est l'acte administratif. En tout cas, avant les indépendances, pendant les guerres d'indépendance. Appelé la ZOPAC. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que Maïsté croie que c'est un acte administratif qui les a déguerpis. Non, c'était pour les protéger. Maintenant, dans le mouvement... Là, il y a un autre débat. Oui, dans le mouvement de la question de la protection. Non, moi je dis dans le mouvement de population, dans le mouvement de population, les bananes sont retrouvés un peu partout. Ce qu'il faut recentrer, c'est que, dans tout ce qu'il y a comme dossier où on entend l'exploitation forestière, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur et chacun y arrive avec ses ambitions. Vous avez le fonctionnaire qui est là, devant qui le papier doit passer, qui estime qu'il doit avoir sa part. Vous avez tel chef qui, non seulement dans sa propre chefferie, a le problème d'être légitimement chef. Lui aussi qui estime qu'à ce moment-là, qu'il doit être chef. Vous avez les élites qui ont disparu complètement de la zone et qui reviennent à ce moment-là dire qu'elles parlent au nom des populations. Il y a beaucoup d'argent en jeu parce qu'il faut indemniser les uns les autres. De l'autre côté, vous avez les ONG qui estiment que les gorilles et les éléphants et tout ne doivent pas être touchés. Il faut transformer cela en parc national. Est-ce que vous savez que Majesté ne nous a pas dit? Quand les ONG ont voulu instaurer cet endroit en parc national, on a interdit aux populations. C'est la même chose. Non, ça revient au même, mais je passe sous le contrôle c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un parc sans classer. Voilà. Vous ne pouvez pas faire une phase sans classement. Si vous voulez les détails, voilà. Je termine. Un détail. Un petit détail. Oui. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu touché, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux donner aux forestiers. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Économiquement parlant. Économiquement parlant. Oui. Ça veut dire que vous donnez votre viande aux charognards. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Dans les concessions, on demande d'avoir un plan d'aménagement forestier. Tout à fait. Et ce plan d'aménagement forestier n'est pas là pour faire la route qui passe du Nkam à l'ouest. Il aménage
dans sa zone d'exploitation, les routes qui vont permettre de circuler sans faire des problèmes. Ça veut dire le roi doit quitter cette zone pour le port. Lui, il prend la route, il paye déjà les taxes en route pour le poids et tout, donc c'est pas lui qui fait cette route. C'est l'État qui fait la route. Voilà, c'est l'État qui fait la route. Comment l'État fait la route? L'argent que le forestier paye, oui, c'est les redevances avec une part qui va à l'État, tout à fait, une part qui va aux communes, à la mairie, et une part qui va aux communautés, c'est-à-dire aux populations. Voilà comment est réparti. Sauf que dans le fonctionnement, comme je vous disais tout à l'heure, notre État, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des individus qui en font à leur tête et qui même pour les communautés ne perçoivent rien. Même les communes qui sont là, parfois cet argent est dévié. Donc voilà la réalité par rapport à ça. Alors, avant de revenir sur la question de la répartition, parce que je crois que c'est également une question importante, Alex Guépi, finalement, il faut que les populations commencent à crier pour que le chef d'État réagisse et qu'on se souvienne que la réglementation n'avait pas été respectée dans la procédure. Oui, malheureusement, c'était au Cameroun, on a l'impression qu'il faut utiliser la force, que les populations se mettent à crier pour que leurs revendications puissent être entendues. Je tiens à rappeler que de la zone d'où je viens, la vallée du Thème, il faut remarquer que les populations... Vous venez de la vallée du Thème. Il faut remarquer que les populations, politiquement, il faut remarquer que les populations de ce côté-là se plaignent au moment. Il y a un peu de mal-gouvernance en fait. Il y a un peu de mal-gouvernance de manière générale. C'est-à-dire, ce que les gens sont en train de manipuler, le délit politique du RDPC manipule avec du thème, c'est parce que dans le thème, il y a 4 arrondissements. Le RDPC a toujours eu, dans les 4 arrondissements, 3 arrondissements où ils sont seuls. Où ils sont seuls. S'il vous plaît, ce n'est pas le RDPC, laissez un peu le RDPC. Non, ne vous permettez pas de dire des bêtises. Je suis désolé. Où ils sont seuls. Le RDPC n'a rien à voir avec votre errance politique. Alors, permettez, décidé de parler aux élections. Charles Elie et... S'il vous plaît, laissez le RDPC là où il est. Charles Elie et Alex Guépi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans quelques minutes... société et non des éléments du NRC, s'il vous plaît. Charles Elie, c'est moi qui fais la police du plateau, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, le journal de 20h sur Equinox Télévision. Retrouvons donc Cédric Noufelé pour les grandes articulations de cette édition. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la réaction des artistes musiciens, des Camerounais ordinaires, des leaders politiques après cette vidéo choquante d'une femme qui est assassinée à Mouyouka sur le théâtre de la crise anglophone. La coordonnatrice exécutive du REDAC interpelle à la fois le gouvernement, les groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest et la communauté internationale sur l'enjeu de mettre fin à 4 ans de crise et 3 ans et demi de guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'une nouvelle action menée par ces enseignants, instituteurs indignés et lésés dans le recrutement à la fonction publique. Ils ont entamé une grève de la faim. Certains ont été interpellés ce matin à Yaoundé. Vous verrez ces images dans quelques instants. Nous ferons le point ce soir dans le cadre d'une série d'enquêtes réalisées sur les entreprises publiques qui ont été mal gérées et abandonnées, tombées en faillite depuis de nombreuses années. Cap ce soir sur la Soderie, située à Sanchou, dans le département de la Menoire, elle qui devait permettre de réduire la facture d'importation des produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Nous en parlerons dans quelques instants. Une autre enquête réalisée par la société civile concernant les dépenses qu'effectuent des Camerounais pour se faire soigner de la maladie à coronavirus, malgré les promesses du gouvernement et les annonces sur la gratuité de la prise en charge. Des Camerounais dépensent jusqu'à des millions de francs CFA pour se faire soigner dans certains centres agréés Covid à Douala. Comment réagissent les hôpitaux concernés? Élément de réponse dans quelques instants. Merci donc pour ces grandes articulations. Cédric, on vous retrouve dans quelques minutes pour la grande édition de 20h. Mais si on revient sur ce plateau, je voudrais avoir rapidement votre avis, Alex Guépi, sur la question de l'interpellation qui est faite par les populations, des pouvoirs publics sur la question donc, de la gestion, par exemple, des redevances forestières. Pourquoi est-ce que les populations doivent être obligées chaque fois d'intervenir pour que
l'État puisse soit prendre en compte ces préoccupations, soit aménager un certain nombre de choses qui vont dans le sens de l'intérêt de ces populations installées sur ces localités. Il faut parler de la malgouvernance. La malgouvernance, elle est empirique au Cameroun. Dans la du thème particulièrement, il faut dire que ce faux débat qui est créé par l'élite politique RDPC de ce côté-là, par l'élite politique RDPC de ce côté, de la veille du thème, ce débat. Permettez qu'il réponde. Écoutez-le, moi, ça vous répondre. Vous savez, si vous passez le temps à donner de la parole aux gens qui ont perdu dans l'avenir politique, ce n'est pas sur une télévision qui viendront se regarder. J'ai pris la parole, je n'ai pas parlé du MNC, qu'il arrête de parler du RDPC. Il continue, je le coupe. Et c'est clair. C'est moi qui fais la position. Non, je vais sauf si vous voulez prendre ma place. On va souffrir normalement comme les deux autres, c'est un peu de société. Le RDPC, je vous coupe. MRC que je vois sur le plateau, voilà. En tant que porte-parole MRC actuellement, nous mieux. sommes un parti socio-libéral et en tant que socio-libéral, nous sommes des démocrates. Et en démocratie, nous pensons que la divergence d'opinion est importante. On devrait laisser les gens s'exprimer, les auditeurs comprendre et choisir vers quels ils ont déjà choisi des bons. Merci, messieurs. Je vous propose de retrouver le journal de 20h. Ce journal est précédé par la réclame juste derrière le journal de 20h. Nous reviendrons donc sur ce plateau pour le débrief. Mesdames, Messieurs, retour donc sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités pour le débrief du journal. Messieurs, je voudrais avoir votre avis, Élie Tchema, d'abord vous, sur cette actualité brûlante, cette horrible vidéo qui fait le tour de la toile montrant une jeune dame sauvagement assassinée par des individus qui seraient de combattants sécessionnistes. Quelle est votre réaction ? Mon cher Duval, c'est la deuxième fois que sur votre plateau, face à des scènes aussi horribles, j'ai la malchance de répondre le premier. Parce qu'il me souvient quand c'était la dame policière, Florence Ayafor, j'étais en face de Serge Alain et il s'est retourné vers moi. Est-il normal que dans un pays, l'atrocité d'une guerre soit subie autant par les femmes? C'est douloureux et ça fait mal. Et à côté de cette réalité, quand je perçois les faits de notre quotidien depuis quelque temps, ces réalités avec les chefs qui se plaignent, notre gouvernance est en mal. Je suis obligé aujourd'hui d'interpeller la gouvernance de notre pays de manière à ce qu'elle passe de la légalité à la légitimité. Car, pour que le pouvoir soit légitime, il faut bien que la population ait le sentiment qu'il est exercé par les bonnes personnes, selon les bonnes pratiques et dans l'intérêt commun. Il s'agit ici de répondre à un besoin dont la nécessité est claire, en s'appuyant sur un socle éthique. Nous avons besoin de nos valeurs. Nous avons besoin de notre enracinement culturel aujourd'hui, avec des méthodes d'une gouvernance assez pertinentes. Et pour cela, à vous les hommes politiques, une réelle gouvernance a 3 conditions pour asseoir sa légitimité. Vous devez répondre à un besoin réel. Et dans le cas actuel du Cameroun, on a besoin de la paix et de la croissance. Il faut partager les valeurs et les principes communs. Tous les jours, nous on demande le vivre ensemble. Mais où est-il? Et enfin, il faut estimer que les responsables soient compétents avec des méthodes pertinentes. On en a marre d'avoir des enfants compétents qui chantent. Avec cette douleur que je viens de voir aujourd'hui, s'il vous plaît, ne faisons pas, ne continuons pas avec cette guerre. Ça fait 4 ans que ça dure. La dernière fois, j'avais dit que c'était la mort de trop. Je n'ai plus de mots. J'imagine que c'est également très horrible pour vous, Sa Majesté. Oui, très attristé. Je m'incline devant ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Mes pensées vont en premier à sa famille. Parce que Dieu seul sait dans quel état elle doit être à ce moment. Était-elle mère d'enfants?
les enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus à l'heure où nous mettons. Vraiment pour dire ceci, vous vous adressez à quelqu'un qui vient d'une région qui a subi ce type d'atrocité il y a plus de 60 ans. Et je me retrouve ici parce que justement on n'évoque un fait qui est en rapport avec cette période. En tant que Camerounais, d'abord, en tant que chef, vous savez, la chefferie traditionnelle, c'est la plus petite unité de commandement qui se démultiplie pour former ce que nous avons comme pays. Je vais me répéter pour prendre ce que l'autre panéliste a dit. Nous devons placer la paix au-dessus de tout ce que nous désirons dans ce pays. Sans la paix, on ne va nulle part. Nulle part. Donc, ce type d'atrocité que nous vivons, malheureusement, de façon récurrente, nous devons chacun, en ce qui lui concerne par rapport à ce qu'il peut avoir comme autorité, mener des actions pour que nous puissions en sortir. Alex, et puis on a écouté des réactions des leaders politiques. Est-ce que votre leader a déjà réagi? On a écouté dans le journal les réactions de Cabral Libi du PCRN, Maître Kerimuna, ancien bâtonnier, Arbor Mbala en Congo, et bien sûr Hilaria Aligrosi, entre autres, sans oublier cette sortie de la présidente exécutive du REDAC, Maximilien Ngombe. Vous savez, nous sommes prêts à réagir face à de telles atrocités. Hein. Une mort, c'est une mort de plus, de trop. Il faut fermement condamner. Et ceux qui ont commis ce crime ignobles doivent être traqués, retrouvés. Le MRC, nous avons tout demandé à ce qu'il y ait la paix, que la paix revienne au Nozo, au Cameroun de manière générale, car nous pensons qu'on ne peut pas parler d'économie, de relance économique, du bien-être des populations, tant qu'une partie ou une portion, une infime portion du territoire camerounais serait en guerre. Parce que c'est une guerre, c'est une sale guerre. Et cette vidéo-là, ce sont les conséquences de cette sale guerre-là. C'est un crime atroce qui a été commis, on ne sait pas encore par les Amazoniens en apparence. Et il ne faudrait pas qu'on reste là à applaudir de telles atrocités. Ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle le MRC a décidé de ne pas aller aux élections. On a estimé qu'on ne peut pas aller aux élections, être mal élu. Être élu sans être légitime, être élu avec un taux de participation de 25% et venir branler le sceau de la légitimité populaire. On peut être élu ainsi, être légal mais sans être légitime. Et pour cela, le Cameroun a besoin des hommes forts, des hommes en qui est-ce que le peuple peut croire, des hommes qui auront une vision réelle, des hommes comme le président le professeur Maurice Kamto. Le MRC condamne fermement ce crime-là et nous espérons qu'il y aura un véritable dialogue national qui devrait aboutir à la résolution de cette crise. Quand nous estimons que le dialogue national qui a eu tout récemment, ça a été un monopole national. La preuve, c'est que la guerre continue, les crimes continuent, alors que le pouvoir autocratique en place est à sa dernière ligne par rapport à ce dialogue-là. C'est-à-dire, ils sont à la reconstruction. Or, quand on reconstruit, c'est la dernière chose qu'ils devraient faire. Aujourd'hui, on est encore en train de tuer les Camerounais. Nous demandons aux Camerounais de rester mobilisés, de croire en notre vision, à la vision de l'ensemble du Cameroun, afin qu'on puisse sortir de cela. Alors, Charles Elisan, on a écouté parmi les interventions celle de Maximilien Ngombe qui interpelle une fois de plus le gouvernement qui doit faire la lumière sur cette autre atrocité. Je vais d'abord recadrer deux ou trois choses. La première chose, c'est que, faites-vous plaisir, je ne tire pas sur les corbillards. Donc, tout ce que vous avez raconté là, c'est pour vous. On ne tire pas sur les corbillards. La deuxième chose, je voudrais lui faire comprendre que les Camerounais prennent en témoin que le représentant de ce parti-là a dit ici que les Amazoniens en apparence. Donc pour lui, c'est en apparence. Je tiens ici à dire ici que personne d'eux n'a condamné le crime et, je dis bien, et n'a eu une pensée pieuse pour la dame qui a été lâchement assassinée. J'ai suivi dans le journal où on disait qu'un individu non identifié, c'est pas possible. Alors que l'un des leaders sécessionnistes qui finance ces gars et depuis l'Europe a revendiqué et a dit c'est une expédition punitive à la suite d'une dame qui a été reconnue coupable d'après leur tribunal à eux d'entretenir une relation plus ou moins étroite avec un élève policier.
Donc il faut qu'on sache, si les uns veulent qu'on dise la vérité, il faut bien qu'on la dise jusqu'au fond et qu'on trouve le remède qu'il faut pour ça. Donc il faut d'abord condamner. Mais le dire ainsi suppose qu'on n'a plus besoin de faire des enquêtes. À partir du moment où un attentat ou un crime est revendiqué, on n'a pas besoin d'enquête. Non, je ne parle pas d'enquête. Il a été revendiqué. Je souhaite donc que ceux qui viennent sur le plateau ne viennent pas faire la fine bouche parce qu'ils sont ici à gauche, ils sont là-bas à droite. Non. Nous, on condamne fermement cette société et ceux qui ont fait ça, on l'a reconnu. Maintenant, j'en reviens sur le rédac par rapport à votre question. Massimilien, peut-être devient lucide, je ne sais pas. Mais oui, je le dis. Peut-être devient lucide, je ne sais pas. Mais je tiens à dire ici que si, au début, ces ONG, ces amis, ces partis politiques déguisés avaient carrément tapé la main sur la table en soutenant fermement le gouvernement dans la lutte contre ceux-là qui ont refusé de déposer les armes pour rejoindre ceux-là qui ont déposé les armes et qui ont rejoint le camp qui a été mis en place pour les réintégrer, on n'en serait pas à ce genre d'atrocité. On ne peut pas accepter ce genre d'atrocité au fallacieux prétexte que les uns et les autres estiment qu'il y a eu un dialogue qui s'est mal passé, il y a les présidents élus. Là, on n'en est pas. Alors, vous dites qu'elle est au début lucide, elle n'a pas dit qu'elle supporte le gouvernement, elle a dit qu'aucune raison ne peut justifier cette barbarie contre une femme. Et elle interpelle le gouvernement d'abord contre un individu, ensuite contre une femme. Parce que c'est une femme, c'est ce qu'elle a dit. Vous savez, s'il y a qu'au Cameroun où depuis que cette crise existe, et dans d'autres pays où il y a eu des crises, que je vois les ONG monter au créneau, et essayer dans un langage maquillé, essayer de condamner aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut dire que parce que c'est une femme? Non. Vous avez vu la sortie de Malice Douala-Bel aujourd'hui? Ce qu'elle a écrit, c'est sincère. On sent la douleur d'une femme qui a mal. Vous savez, quand on veut faire plaisir aux ONG, et quand il y a une autre italienne là, qui vient parler aujourd'hui, à un moment donné, il faut que dans ces pays, qu'on sache où on va. Il y a des individus qui ont... Le ciel a condamné. En parlant d'une violence indicible. Par hasard, en même moment, son pays héberge ces gens-là qui financent la session. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on les rapatrie dans ce Cameroun, pour que notre justice les mette devant le tribunal comme il se doit? À un moment donné, arrêtons la comédie du Val. Si on veut que quelque chose s'arrange, que ceux des Blancs-là, qui les aident là-bas, qui les gardent chez eux et qui leur donnent les moyens de financer les gars qui nous dérangent ici, là, les rapatrier et les mettre hors d'état de nuit. On ne peut pas avoir un gars qui demande aux enfants de ne pas aller à l'école. Ils sont nombreux, on les voit, pendant que les enfants sont en train de nous montrer les diplômes de graduation. Là-bas, chez eux, ils sont en Norvège, en Afrique du Sud, en Angleterre. Non. Et ce sont ces mêmes ONG qui causent avec eux là-bas. Quand un militaire commet une bavure, ce sont ces mêmes ONG qui ont les satellites qui filment tout comme il se doit. Aujourd'hui, on va pour les satellites là. Il faut à un moment donné qu'on arrête et qu'on sache que le gouvernement est acté dans ce domaine pour traquer les gars. Pour terminer, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est dans la ville, c'est dans le village de Bateau, BATW, que ça s'est passé à côté de Mouyoka. Aujourd'hui, les populations ont décidé de ces villages, avec leur chef en tête, c'est votre collègue, de traquer ces gars parce qu'ils ont reconnu certains dans les images qui circulent. Et pendant qu'il y a 2 ou 3 qui ont été remis aux forces de défense. Voilà comment, avec la collaboration de la population, que certains semblent essayer de faire comprendre qu'elle a tourné le dos au gouvernement en nous parlant de légitimité. Et je suis quand même surpris, mon père, de votre raisonnement. Parce que vous actez tout sans condamner fermement. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de manger du riz que je vais prendre la machette pour vous assassiner? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas la bonne gouvernance, je vous le concède, me donne le droit de prendre la machette et de vous zigouiller? Vous ne m'avez pas compris. Ah, bah, si moi je vous ai pas compris, et si moi je vous ai pas compris, ça veut dire que les autres là, nous ont pas aussi compris. Non, donc, ok. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut que la communauté s'arrête. Quand nous tous, nous aurons cette attitude où il faut condamner fermement ce qui se passe, certaines choses vont évoluer. Alors, pourquoi on va avancer sur notre sujet, mais peut-être le temps pour Elie Tchema de repriser sa pensée. Elie Tchema, est-ce qu'on ne se perd pas? Est-ce qu'on ne risque pas d'être distrait en se trompant de cible? On l'écoute Elisan, il semble s'intéresser davantage au comportement des ONG. Est-ce que la question n'est pas celle de mettre un terme définitif à cette barbarie dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous savez, j'ai été sur ce plateau quand on me posait la question sur le dialogue. Et j'ai dit, dans un pays, quand on fait l'erreur de comparer l'État à des individus, on se trompe. L'État, c'est l'État. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse parler... Les Ambazoniens sont des individus à traquer et il n'y a pas de comparaison à faire. Merci. Mais j'ai toujours écouté ici les politiques qui veulent comparer l'État
à quelques individus dans la République. Ça ne se fait pas. L'État met l'ordre et on n'en parle plus. Alors, quand au quotidien, les hommes politiques doivent dire tel doit mettre les armes, vous comparez des individus à un État, j'ai honte. Pour moi, on doit pouvoir mettre un terme à cette guerre qui dure. Oui, mais la question c'est comment? Certains estiment qu'il faut dialoguer avec ceux-là. Le dialogue aurait pu commencer depuis le début. Dans ce pays, à un moment donné, au moment du dialogue, quand le président de la République parlait ici, on avait 3 foyers de tension. Il faut savoir que les anglophones aujourd'hui sont face à une situation où ils ont déjà leurs propres problèmes à eux. Et là-dedans, à l'époque, on distinguait 3 positions différentes. Ceux qui sont des Camerounais et qui n'entendent rien discuter du tout, ceux qui sont des ambazoniens et qui veulent se départir, et d'autres qui se disent on veut faire le fédéralisme. La première chose aurait été de dire, comme dans une famille, vous, en tant que cette partie culturelle, décidez-vous et dites-nous ce que vous voulez. Et après, on se met ensemble et on tranche. Mais on n'a pas laissé le dialogue. Quand je me souviens que Monseigneur a tenté de faire quelque chose, il y a eu un début et après ça s'est arrêté. Nous sommes allés au dialogue. Au sorti du dialogue, il y a eu des résolutions. Là encore, toutes les résolutions ne sont toujours pas déployées jusqu'ici. Il faut à un moment donné trancher. Quand on continue à voir des crimes qu'on se convoit, mais non, ces individus-là, ils viennent de dire quelque chose tout à l'heure. Si les populations peuvent traquer, ça nous manque de moyens aujourd'hui pour donner des moyens suffisants à cette population pour traquer ces individus qui nous emmerdent. Je crois qu'il est temps que les hésitations s'arrêtent pour que la paix revienne. Alors, Sa Majesté Victor Idina, je voudrais davantage avoir votre avis sur cette actualité dans le village de Timbé. Oui. C'est à Bafou, dans le département de la Ménois, où il y a un chef traditionnel qui doit être désigné. Il y a des problèmes, on parle de l'intervention de l'autorité. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment organiser finalement les obsèques et désigner un nouveau chef. Bon, là vous me donnez l'occasion de m'incliner encore sur la dépouille de mon collègue chef. Et malheureusement, nous vivons dans nos sociétés une forme d'altération de la fonction des chefs. Comprenez? C'est-à-dire que certaines personnes ont tendance à revendiquer ce qui ne leur revient pas. La désignation d'un chef est encadrée, tant administrativement qu'au plan traditionnel. Je crois qu'il ne devait pas avoir discours. Ce que nous voyons là, c'est quand on veut sortir des sentiers, vraiment, comme on dit, battus. Comprenez? Ça veut dire que sur le plan traditionnel, la notabilité qui est là, c'est exactement ce qu'elle doit faire. L'autorité administrative, c'est exactement ce qu'elle doit faire. Donc, vraiment, c'est des choses qu'on ne devait pas avoir. Donc, ce côté-là, mon souhait, c'est que la famille régnante qui est là se resserre. Est-ce que le problème, très souvent, ce n'est pas le rôle exact que je dois jouer l'autorité administrative dans la désignation du nouveau chef? Non, en principe, l'autorité ne fait que, entériner. Comprenez? C'est au sein de la famille. C'est la famille qui dit, voici notre chef. Et l'autorité, comment appelle-je dans le langage administratif, homologué. Et lorsque la famille n'arrive pas à se mettre d'accord, ça devient compliqué. Bon, voilà, vous savez, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au niveau même de la notabilité, au niveau de la famille régnante, il faut donc trouver pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est ça le problème. Parce que si la famille parlait d'une seule voix, je ne pense pas qu'on serait en train de voir ce qui se passe actuellement. À partir du moment où les choses se seraient passées, et pour nous qui sommes admiratifs de ce qui vient de l'autre côté, de l'Ouest, parce que vraiment, nous, on prend beaucoup en exemple ce que nos frères appliquent là-bas, et on a tendance à voir que les coutumes commencent à s'essioler un tout petit peu, malheureusement. Avec le risque de revenir sur le sujet qui a été évoqué en première partie, quel type de rapport le chef du village ou le chef traditionnel doit avoir avec l'autorité administrative? On a évoqué tout à l'heure cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière. On entendait un chef traditionnel dire que non, je ne suis pas auxiliaire d'administration. Bon, si vous demandez mon avis propre, je dirais que il faut qu'on évolue un peu, parce que ces thèmes d'auxiliaire c'est comme une porte ouverte à beaucoup de choses, et qu'on doit pouvoir préciser certaines choses. C'est-à-dire que en même temps, nous travaillons avec l'administration,
Mais le fait de dire, et c'est la loi, malheureusement, on va s'en tenir à ça, que les chefs sont des auxiliaires de l'administration. Qu'est-ce qu'on met dans ces termes auxiliaires? C'est là le problème. Vous voyez, ce que vous avez évoqué, le fait, c'est que la dame chef, elle croit défendre ce qui est de droit, c'est-à-dire ce qui revient des droits à sa population. Et elle le fait vraiment de façon de bonne foi. Comprenez? Maintenant, elle ne peut pas comprendre que quelqu'un vient lui sur cette terre. Comme je vous ai dit, c'est une unité de commandement. Vous êtes vraiment le responsable de cette unité. Même quand l'autorité vient, il y a une manière de le faire. Parce que est-ce que ce genre de sujet doit se faire sur la place publique? Moi, c'est comme ça que je me suis interrogé. Est-ce que le... de toute façon, on y arrive. Voilà. Oui, je crois qu'on aurait pu gérer ça que de se donner comme ça un spectacle. Hein. C'est-à-dire, on aurait pu gérer ça, le sous-préfet aurait pu trouver d'autres moyens pour donc voir avec... Mais ça traduit aussi une exaspération de la part de l'autorité traditionnelle qui estime... Parce que dans ce cas précisément, il y a un problème au niveau de la redistribution... Oui, vous savez, gâteau, si on peut dire ici. Vous êtes en train de soulever quelque chose qui peut faire l'objet de tout un débat. Oui, c'est-à-dire, lui, il est pensé en tant qu'expert à la matière, la redistribution des redevances forestières. C'est là le problème. Ça, c'est autre chose. Vraiment, je ne veux pas rentrer dedans parce que quand on parle d'argent, comprenez, quand on parle d'argent, c'est beaucoup de choses. Hein. Il vous faut toute une émission pour qu'on rentre dedans. Malheureusement, c'est ça. Alors, Alex Guépi, on a également écouté dans le journal tout à l'heure cet article de Leclerc Tsakem, je crois Jean-Paul Chignat surtout, qui revient un peu sur la question de la production du riz, la mort de la sodérie, et le riz qui est devenu cher. On met beaucoup d'argent pour importer le riz, alors qu'il y a quelques années, on avait une structure qui produisait le riz, un peu nostalgique. Oui, en fait, là, on va parler de l'économie, surtout de la relance économique. Quel modèle économique le Cameroun choisit? Est-ce que le Cameroun doit choisir d'appliquer un modèle économique sur la relance économique à partir de la consommation et de la production? Parce que là, c'est un problème de production du riz. Et il s'avère donc on a des sources, on a un marché de consommateurs qui est sur place. Malheureusement, la production ne suit pas. Donc, c'est carrément un choix économique, de politique économique. Ceci étant dit, je préfère m'attarder plus sur le cas des chefs Tsingwe. Parce que Tsingwe, je connais bien ses frontaliers avec Bafou, avec Bantingla et Fokamezo. À l'époque, c'était des royaumes, en fait. Il faudrait qu'on le dise. Et tout à l'heure, j'ai parlé du conflit de droit entre le droit traditionnel, le droit coutumier et le droit public moderne. C'est que en 1884, quand on vient coloniser le Cameroun, on colonise le Cameroun sur la base du droit traditionnel public qui existait. De cette base-là que les colons sont entrés au Cameroun. Mais on a eu tendance à voir que dans les années 60, déjà, avec ce que l'UPC a subi, on a commencé par transformer ces royaumes-là en chefferies, parce que beaucoup des rois étaient avec l'UPC, et c'est même ça l'histoire des peuples banen qui ont subi cela, où on a eu à disloquer leur territoire. On est allé du côté de l'Ouest, on a fait la même chose, et notamment avec le décret de 1960 qui organise la chefferie traditionnelle, et les décrets de 1935 déjà, qui avaient été mis sur pied par les colons. On a donc eu aussi la loi de 60, ou le décret de 35, et le fameux décret de 60, je pense, 74, sur la question des chefferies traditionnelles, qui met des chefs qui viennent des auxiliaires, des auxiliaires de l'administration. Et ces chefs-là ne bénéficient même pas du statut des fonctionnaires. C'est ça qu'il faut dire. Donc, ils sont des personnes qui sont des faits-valoir de l'administration. Et on a mis sur pied dans un sous-préfet, qui est des sous-préfets, des préfets et le ministre de l'AT, qui doivent donc commander ces chefs-là. Et ça, pour une société africaine, où on parle de culture, il faut connaître que tout ce que les Blancs ont fait au Cameroun, c'est qu'ils ont importé la culture, et ils avaient pour mission de tuer la culture africaine et particulièrement camerounaise. Je tiens à rappeler que lorsque le plan Marshall a été lancé, ce plan Marshall, on a dit aux Américains, les Américains ont dit à l'Europe, nous voulions que vous laissiez nos cultures pénétrer l'Europe. Mais en Afrique, on tue les cultures, on rend les chefs tout petits, et c'est très très dangereux. Et pour chuter, si vous me permettez, il faudrait qu'on comprenne que les chefs sont les garants de la notabilité, les garants de la morale, de la tradition, de la morale, de la tradition. Parce que pour qu'une loi, on dit ceci, une loi peut être bonne, juste, mais immorale. Or, avec l'appui des chefs, des religieux, les chefs sont en quelque sorte les religieux
les garants des traditions africaines, on peut mettre sur pied des lois qui ont à cœur l'humain. Et il serait donc important, que la Cour suprême, qui a cessé d'appliquer les jurisprudences en matière pour choisir les chefs depuis 1979, parce que c'était là comment l'heure d'une jurisprudence en dessus, avant que la loi de 79 puisse être mise sur pied, empêchant donc la Cour suprême de se prononcer de comment est-ce que les chefs sont choisis. Il faudrait donc que la Cour suprême, bien que le magistrat, utilise ce qu'on appelle le zèle de justice pour interpréter la Alors, Charles Élizan, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Hein, non, je n'ai pas besoin de m'étendre. Je veux dire qu'on ne tire pas sur les corbières. Le corbillard, son rôle, c'est de porter le cercueil, l'amener là où on va l'enterrer. Donc, c'est un corbillard. Pourquoi vous répétez ainsi? Parce que vous savez, il se retrouve au plan Marshall avec les chefs. C'est leur. Moi, en 2-3 mots. Premièrement, la porte a toujours été ouverte pour le dialogue. Ceux qui ont rejoint la voie de la légalité œuvrent aux côtés de l'État pour que la paix revienne là-bas, que ce soit de manière interne, les anciens séparatistes, que ce soit à l'extérieur, les amis du Cameroun et les ONG qui veulent bien travailler dans ce sens-là. 2, en ce qui concerne la chefferie, le chef ici est à côté de nous, que l'État est dans son rôle et il ne faudrait pas qu'on habitue les populations à cette guerre qu'il y aura entre un chef et le sous-préfet. Il faut que les institutions ne valent que ce que les hommes qui les composent valent. Il faut bien que quand on a un chef comme lui, qui s'entend très bien avec son sous-préfet, c'est ce genre d'image qu'on veut. On ne retient de positif que ce qu'il y a de positif, de négatif que ce qu'il y a de négatif, on rejette. Moi, je veux les relations saines, claires, entre le chef, qui soit le premier, deuxième, troisième degré, et l'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, c'est moi qui, par ordre de préséance. Donc, c'est ce genre de relation qu'on veut pour le bien des populations. Le reste, c'est du folklore. Ceux qui veulent jouir, et dit bien jouir, du fait que les gens, un sous-préfet insulte un chef insulte sous-préfet, ça c'est, oh là là, nous on retient des relations comme ça qu'il y a entre certains chefs et certains sous-préfets. On va s'arrêter là. La femme qui a été assassinée, ce n'est pas une histoire de zizi, je le dis haut et fort, ce n'est pas la dèche de quelqu'un qui a été coupé, ça c'est pour nous embrouiller. Elle a été reconnue coupable par leur tribunal. On reviendra sur la question, bien sûr il y a une enquête, malheureusement détenue par les impératifs du temps, on va s'arrêter là. Élie Thiobma voulait dire quelque chose en 10 secondes. 10 secondes pour sortir. Je dirais tout simplement que encore une histoire des chefs, c'est une mauvaise interprétation de la loi par les individus. Okay. Tout est clair dans la loi et il y a des abus des administrateurs. C'est tout. On va s'arrêter là pour ce mercredi 12 août 2020. Merci infiniment d'être venu. À vous, Élie Thiobma, merci à vous. Sa Majesté Etina, merci. Charles Élizan d'être venu. Merci également à vous, Alex Guépi. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre édition d'Equinox Soir. Bonsoir chez vous.